Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter ce nouvel épisode d'Auto-Légende. Aujourd'hui, nous allons parler sport, nous allons parler luxe. Avec cette magnifique Jaguar type série 1 des années 60, nous allons la découvrir sous toutes ses coutures avec Christian. Et notre consultant Freddy aura même l'occasion de l'essayer. Et nous débrieferons tous ensemble des sensations que procure ce magnifique bijou. Et nous répondrons bien entendu nous aussi à la question, est-elle la plus belle voiture du monde? Alors restez bien avec nous parce qu'Auto-Légende, ça commence tout de suite. Bon alors Christian, c'est un petit bijou que tu nous présentes là. Et oui, elle est toute prête pour vous. Eh bien je vois ça. Alors moi j'ai plein de questions à te poser parce que là on est quand même sur un véhicule d'exception, hein, Jaguar, type E, série 1. De quelle année elle est? Celle-ci est de 1964. C'est la dernière année de la première configuration en moteur 3,8 litres. Elle est toute dans sa version d'origine, c'est-à-dire avec les jantes d'origine, la couleur d'origine et Alors, tous les accessoires d'origine également. D'accord, alors la peinture, elle n'est peut-être pas d'origine. Elle a 58 ans, donc elle a complètement été restaurée, bien sûr, au fil des années. Après là, maintenant, elle a été restaurée depuis plus de 25 ans. Et vous la voyez, elle se comporte bien quand même. Tu me disais que tu avais les jantes d'origine en rayon. Hein, oui, en rayon, mais dans la largeur de celle d'origine, avec des pneus en 185 14. Voilà, ce qui est particulier, quoi. Ça fait vraiment très étroit. Mais c'est comme ça qu'elle était sortie. Alors justement, si aujourd'hui tu devais changer ces jantes, est-ce que ce serait compliqué d'ailleurs? Non, il existe tout un tas de modèles qui peuvent s'adapter. Mais moi, pour la maintenir, pour l'authenticité du véhicule, je préfère la maintenir dans cet état-là. D'accord. Donc, est-ce que c'est toi qui as restauré ce véhicule? Une certaine partie, on va dire. Mais sinon, non, je me suis adressé à des professionnels certainement plus compétents que moi. Alors, raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait donc? Parce que tu n'as pas tout fait, tu as fait quoi? L'aspect extérieur ou intérieur? Non, moi, c'est plutôt l'aspect mécanique que je m'entretiens moi-même. Et ensuite, donc, non, la peinture, par exemple, la carrosserie avait été faite par un spécialiste, bien sûr. Sellerie aussi, mais la sellerie, il y a quand même plus de 30 ans maintenant. Elle n'a pas été touchée. D'accord, elle est dans son jus de 30 ans, là. Voilà. D'accord, ah oui, effectivement, on se rend compte qu'elle se comporte toujours aussi bien. On se rend compte qu'elle est en super état. Donc, le tableau de bord est également d'origine. Le volant, il y avait deux configurations de volant. Un beaucoup plus gros en diamètre et celui modèle-ci. Ça, c'est pour faciliter l'accès à l'assise du véhicule, surtout pour les personnes de plus grande taille que moi. Ça facilite quand même l'accès. Et alors, on retrouve aussi toutes les caractéristiques qui font cette voiture, notamment avec tous ces détails chromés. Et oui, à l'époque, tous les constructeurs utilisaient beaucoup le chrome pour faire ressortir la pureté des lignes. Et alors, du coup, sur l'arrière, c'est pareil, on voit des lignes aussi un petit peu plongeantes et on retrouve toujours ces chromes, encore une fois, autour des feux et surtout l'arrière du véhicule. Voilà, pour rendre la ligne beaucoup plus longitime, ils utilisaient toujours à outrance ces chromes, mais enfin qui sont très fins sur la Jaguar quand même. Oui, on voit que ça souligne bien les courbes et c'est vrai qu'en plus c'est une voiture qui a été dessinée, je dirais, avec goût aussi pour les années 60. Ah oui. Bon, mais il fallait concurrencer des marques beaucoup plus prestigieuses à la base, style Ferrari, etc. Donc là, il y a eu un sacré coup de crayon pour sortir cette voiture qui a fait fureur quand elle est sortie en 61. Ça a été vraiment une révolution dans le monde automobile. Et oui, ça a été la base après de l'évolution de toutes les types E aussi. Voilà, et de la marque qui a beaucoup évolué à ce moment-là, parce que ça a relancé énormément la marque.
au niveau commercial, bien sûr, et sportif. Alors justement, Christian, tu évoques aussi les performances de cette voiture. Et on le disait, il y avait la concurrente chez Ferrari. Et à cette époque-là, on peut dire que la Jaguar, pour les mêmes performances, était aussi moins chère. Oui, quand elle est sortie, elle avait l'avantage d'avoir des performances équivalentes au style Ferrari, par exemple 250 GT, c'est-à-dire que ça roule quand même à 240 km/h, et elle valait 2 fois moins cher que la concurrence. C'est pour ça que beaucoup de gens se sont directement branchés sur la Jaguar E, y compris les grandes stars de l'époque. Tout le monde s'est rabattu sur la Jaguar E, qui était fantastique quand elle est sortie. Moi, j'ai une question aussi à te poser, parce que je vois devant quelques petites vignettes. Alors, est-ce que tu n'aurais pas, toi aussi, fait le Mans, peut-être? Voilà, le Mans classique, là, maintenant. Ah. Là, on parle du Mans classique, c'est-à-dire un Mans spécifique aux véhicules anciens et de collection. Voilà, et moi, donc, quand ce style de voiture, je les ai, c'est pas pour les mettre en vitrine, c'est pour les utiliser sur route. Elles ont été créées pour ça, et donc on les utilise sur route. Donc, on a fait plusieurs fois le Mans classique. On a fait l'Angleterre avec Goodwood, Ah oui. qui est un circuit bien connu des connaisseurs de voitures anciennes. Voilà, et donc on l'utilise sans arrêt. Moi, avec ce véhicule, depuis que je l'ai, j'ai dû faire à peu près 25 à 30 000 km. Alors du coup, Christian, si j'ai bien compris, toi, tu es dans les voitures depuis tout petit, parce que ton père était garagiste et tu as grandi dans cet univers. Oui, voilà, quand je suis né, mon père était déjà garagiste, et il a été tout au long de sa vie, de toute manière. Et moi, donc, je suis tombé dans l'automobile tout petit, comme on dit. Voilà, et dès l'âge de 20 ans, j'ai ouvert également mon premier garage, voilà, où j'étais simplement réparateur automobile, tout comme mon père. Mais ensuite, moi, je m'étais spécialisé dans les véhicules anciens, par passion, voilà, principalement. Et alors, à quel âge tu as eu ta première voiture ancienne? Alors, j'y attaquais tout jeune parce que je me suis directement branché sur les voitures. Et donc, ma première voiture ancienne, je l'ai restaurée, j'avais 14 ans simplement. C'était une Panhard Junior cabriolet pour les connaisseurs, voilà, qui est un petit cabriolet très particulier. Et alors, cette voiture, justement, tu t'en sers, donc, tu m'as dit, pour faire des courses. Mais est-ce que tu t'en sers après à titre personnel? Est-ce que tu t'en sers tous les jours? Comment tu t'organises avec? Non, d'une part, on ne fait pas des courses, nous, avec. C'est des parades, etc., de véhicules anciens. C'est pas vraiment de la compétition. C'est plutôt des parades que des compétitions. Oui. Et après, non, on fait beaucoup de sorties, mais qui sont spécifiques, pareil, aux véhicules anciens. Et moi, les voitures anciennes, de toute manière, ce sont des véhicules qu'il faut utiliser régulièrement. C'est pas fait pour les laisser en vitrine. Voilà, mais de là à l'utiliser quotidiennement, non, c'est difficile, surtout avec les embouteillages actuels dans ces grandes villes. Voilà, donc mais après, par contre, pour le plaisir, il faut impérativement les sortir. Et alors, tu vois, par contre, pour mon plaisir à moi, Christian, j'aimerais bien monter à l'intérieur. Et bien sûr. Alors, Christian, on peut dire que là, on est quand même dans un intérieur très luxueux. Et oui, nous sommes quand même dans une Jaguar, donc les Jaguars, à la base, si là, avec la Jaguar E, ils ont voulu passer aux vraies voitures de sport, à la base, ce sont des voitures plutôt luxueuses. Donc toujours du cuir, souvent dans les berlines, par contre, il y a de la ronce de noyer au niveau tableau de bord, etc. et haut de porte. Là, comme on est passé aux versions vraiment sport des Jaguars, on est tout quand même resté avec le cuir. Et ensuite, c'est des spécifications techniques qui sont très sportives. D'accord, alors c'est vrai que le cuir, on en retrouve toujours un peu partout chez Jaguar. On en retrouve là, sur ce modèle-là, sur la console centrale. On en retrouve aussi sur les panneaux de porte. Ils sont entièrement recouverts de cuir et de chrome également. Voilà, on retrouve le chrome extérieur. On les retrouve aussi à l'intérieur, en particulier sur les panneaux de porte, en effet. Et bien sûr du cuir, oui, pour les panneaux. Et alors, moi maintenant, j'ai envie de voir avec toi. Et j'ai envie de décortiquer un petit peu tout ce qu'on a à l'intérieur, parce que c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, on a l'impression d'être dans un avion. Donc est-ce que tu peux m'expliquer à quoi servent toutes ces commandes que l'on voit là devant nous? Alors toutes les commandes, ça ce sont les commandes électriques, pour les essuie-glaces par exemple, lave-glace, l'éclairage intérieur, la ventilation, le chauffage, etc. Et bien sûr tous les manuaux de vérification moteur, bon, principalement déjà le compteur kilométrique bien sûr, le compte-tour, la température d'eau moteur, la pression d'huile, qui est quelque chose de très important sur une voiture de sport, et en particulier sur les Jaguars, qu'il faut surveiller comme l'huile sur le feu, comme on dit, parce qu'il faut toujours maintenir une très très bonne pression, le réservoir à carburant et la charge de batterie. Ensuite, vous avez tous les interrupteurs de lumière, etc. Et ça, ce sont ces fameux interrupteurs type aviation que l'on nomme, qui étaient sur toutes les premières séries, comme celle-ci. Voilà, et donc pour finir les explications du tableau de bord,
que nous venons de voir, à droite et à gauche, de part et d'autre. Vous avez les deux grosses ouvertures du capot. Ah d'accord, donc tu ouvres le capot ici depuis l'intérieur de chaque côté. Voilà. Bon bah écoute, alors pour tout ce qui concerne le moteur, je vais par contre te laisser avec notre consultant Freddy, avec qui tu pourras échanger à ta guise sur le sujet. Et ensuite, vous aurez l'occasion de partir faire un tour et de l'essayer aussi. Très bien, pas de problème. Bonjour Christian. Bonjour Freddy. Alors enchanté. Alors je suis ravi de voir ce véhicule. Alors surtout, ce que j'aimerais bien voir, c'est ce fameux moteur XK. Et oui, c'est une des pièces plus importantes de ce type de véhicule. Alors pour cela, il y a deux ouvertures spéciales, une droite et une gauche, qu'il faut manipuler. Je manipule comment? Je tourne. Tourner d'un quart de tour en Je dévissant tourne comme ça et tirer. et je tire vers moi. Voilà, Allez, c'est ça. très bien. Et voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à faire basculer complètement le bloc capot Sur l'avant. qui englobe les deux ailes avant également. Voilà, qui bascule sur l'avant. Donc là, on a bien le bloc fonte culasse alu. C'est bien ça? Oui, 6 cylindres en ligne, 12 boîtes à vacarme en tête. D'accord. Ensuite, elle est dans son état d'origine, la voiture. Voilà, là, elle est dans sa configuration vraiment d'origine. Il n'y a pas eu de modification apportée sur tout ce qui est moteur et éléments étrangers Non, à la non, voiture. elle est vraiment donc, à l'anglaise, c'est-à-dire la batterie avec le pôle positif à la masse. Elle a toujours sa dynamo de recharge et non pas un alternateur qui sont intervenus beaucoup plus récemment. Donc ensuite, au niveau allumage, c'est resté dans l'authenticité ou pas? Alors une légère entorse à l'authenticité justement parce que d'origine c'est un rupteur et condensateur traditionnel qui sont maintenant trop archaïques avec les carburants de maintenant, etc. Donc il y a un allumage électronique qui a été rajouté. Il y aurait trop d'inconvénients pour rouler avec ce type de véhicule. Oui. Et puis au niveau réglage, etc., ça serait beaucoup plus compliqué, trop compliqué. Et c'est des allumages qu'il faut remplacer tous les 500 km. 500 km. Donc là, on est passé avec un allumage électronique, ce qui est préférable pour tout le monde. Et là, on est en combien de cylindrées alors? 3,8 litres. 3 litres 8, Voilà, 265 chevaux. Voilà, c'est la première série en 3,8 litres. Très bien. Ensuite, je vois que ce châssis, il a quand même une particularité, ce châssis. C'est quand même un châssis tri qu'on va appeler. Alors, c'est-à-dire, la Jaguar elle est construite, vous avez une coque autoporteuse à partir du tablier avant, et ensuite deux châssis rajoutés qu'on appelle Tour Eiffel sur la Jaguar E. C'est un nom qui est bien spécifique parce qu'ils ont un petit peu la forme d'une tour Eiffel. Voilà, donc il y a deux tours Eiffel, une droite et une gauche, qui va jusqu'au train avant et bien sûr qui soutiennent tout le gros propulseur, moteur et boîte. Et alors, et les suspensions, est-ce que ça ne sont dans l'authenticité des suspensions? Oui, totalement. Il y a 4 roues indépendantes avec double triangulation à l'avant et à l'arrière. Je m'aperçois que les étriers ne sont pas authentiques. Une fois qu'on s'est fait quelques frayeurs, on va dire, sur des circuits comme le Mans classique, etc. Ça manque de freinage. Voilà, donc à la base, le véhicule a quand même 4 freins à disque de série, mais avec des étriers à simple piston à l'avant, et ça manque fortement de freinage. Donc, sans faire de modification sur le véhicule, on monte des étriers à double piston, qui sont aussi issus de la marque Jaguar. Ce sont les étriers de Jaguar XJ6 série 1, et qui ont une surface de plaquettes déjà 3 fois plus importante que celle d'origine de la E. Alors, on est sur des plaquettes tendres, on peut parler de plaquettes tendres ou pas? Après, il existe plusieurs qualités de plaquettes, mais c'est surtout le fait que ce soit des étriers à double piston qui favorise énormément le freinage à l'avant. Niveau entretien, si une personne voudrait acheter une voiture comme celle-ci, quels sont les points à contrôler principalement? Alors, des points à contrôler, il y en a beaucoup, bien sûr. Bon, tout ce type de véhicule, déjà des années 50-60, il y a déjà la corrosion qu'il faut absolument regarder parce que les véhicules à l'époque n'avaient pas du tout les mêmes traitements anti-corrosion que ceux de maintenant. Donc, ils avaient toujours tendance à pourrir, on va dire, quelque peu. Après, sinon, au niveau mécanique, malgré que le moteur soit monstrueux, tant par sa puissance, par son volume, etc. Mais sinon, au niveau entretien, c'est relativement classique. C'est-à-dire que c'est des vidanges, filtre à huile, filtre à air. Est-ce que ça a un coût? Un coût, forcément. Bon, alors moi, je suis un petit peu mal placé pour en parler parce que je suis dans l'automobile depuis que je suis né. J'ai été garagiste, etc. Donc, c'est moi qui me fais principalement l'entretien de tous mes véhicules. Et ça, c'est régulier? Ah, c'est régulier, oui. Là, on est dans une série de véhicules où, à l'époque, on faisait les vidanges tous les 5000 km maximum, etc. Ça n'a rien à voir avec les véhicules de maintenant.
Quelque chose qui me plaît beaucoup sur cette voiture, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur d'autres véhicules, ce sont les échappements. Et là, je voudrais qu'on aille jeter un petit coup d'œil quand même sur ces beaux échappements. La particularité de ces échappements, qui sont juste splendides, ils épousent bien la voiture, bien la forme du châssis. Par contre, il y a un coup de dessous quand même assez important, à faire très attention. Oui, ben, on se retrouve avec une double ligne d'échappement, c'est-à-dire, on va dire, une ligne pour 3 cylindres. C'est-à-dire séparer. 3 et 3. Voilà. Donc ça veut dire 3 en 1 directement? Non, ils restent séparés. Il y a double ligne d'échappement, quoi, pour 3 cylindres, D'accord. droite et gauche. Et donc, avec les silencieux principaux qui sont justement au centre du véhicule, mais qui se retrouvent très bas parce que le véhicule est relativement bas, plus c'est silencieux, ce qui fait qu'on a une garde au sol, on va dire, de 11 cm, ce qui est un petit peu gênant avec les fameux dodanes qu'on met sur beaucoup de... Et alors, au niveau de la... Si on part un peu de la compétition, comme au Mans, des choses comme ça, on pouvait changer les échappements. Il y avait, je pense, des échappements plus performants pour ce type de voiture? Oui. Bon, mais au Mans, par exemple, on n'a pas de nécessité d'augmenter la garde au sol. C'est pas grave, si on reste avec 10-11 cm de garde au sol, ça suffit amplement. Alors maintenant, ce que j'aimerais quand même, c'est entendre le bruit, la sonorité de cet échappement inox et d'aller faire le petit tour qui va bien. Pas de problème, c'est parti. Mais il me tardait quand même d'aller faire le joli petit tour avec cette voiture, entendre cette mélodie de ce tout fameux bruit. moteur, comme l'on Le disait. bruit de l'échappement inox. Ouais. Et question entretien quand même, est-ce que c'est une voiture qui revient assez cher de la faire rouler ou pas? Alors on va dire, pour moi, j'ai la chance, en ayant été garagiste de très nombreuses années, Ah oui, tu le disais tout à l'heure, de c'est vrai. connaître la mécanique. Et donc ce sont des mécaniques assez poussées, mais en fin de compte relativement simples. Et donc d'un entretien aussi relativement simple. Ah Voilà. ouais. Donc pour moi, on va dire, c'est correct. Mais après, c'est sûr que toute voiture ancienne, et surtout aussi évoluée qu'une Jaguar E, ça a quand même un coût d'entretien. Et là, tous les vidanges, par exemple, c'est tous les combien que l'on fait? Voilà, c'est à Une l'ancienne, voiture comme c'est-à-dire ça. tous les 5000 km. Tous les 5000. Ouais, voilà. D'accord. mais- Par précaution, bon, c'est sûr que maintenant les qualités d'huile sont nettement différentes et nettement évoluées par rapport à la sortie du véhicule. Mais ça fait rien, on maintient quand même ces cycles de 5000 km parce que c'est quand même, ça coûte énormément d'argent. Donc il faut les maintenir en bon état et Il faut. une fiabilité exemplaire, quoi. Il faut aussi surtout pas, à mon avis, dans toutes les voitures de collection que l'on fait, surtout pas les laisser entreposer longtemps. Le mieux, c'est de rouler avec. Non, c'est sûr, oui, qu'une voiture qui est entreposée, qui ne roule jamais, elle va beaucoup plus s'abîmer qu'une voiture qui roule très régulièrement, sans la malmener, bien sûr, mais bon, il faut l'utiliser. C'est là qu'elle gardera le mieux sa fiabilité, hein, de toute manière. Alors, j'ai vu qu'il y avait les petits macarons collants. Ouais. J'ai vu que tu avais fait, bien sûr, le Mans. Et j'ai vu aussi que tu avais fait le Goodwood avec cette Ouais, voiture. ben ça c'est quand on a fait l'Angleterre. On a Ah fait oui. tout un circuit en Angleterre. Donc, tu as été par la route. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, on s'est tapé toute la France, jusqu'à Calais, et ensuite le bateau et tout le tour d'Angleterre avec les lieux mythiques qui correspondent au Jaguar. Et Goodwood fait partie des circuits mythiques, surtout pour les véhicules anciens. Mais là, on l'a fait à titre privé. Goodwood. D'accord. C'était pas pendant le revival. Là, on n'était qu'une dizaine de voitures qui faisaient partie de la sortie, quoi, de notre sortie. Votre sortie, parce que là-bas, vous avez rencontré des gens qui étaient aussi passionnés que vous, Ah, oui. avec les mêmes autos que vous. Oui, mais là, on n'avait pas de réunion proprement dite avec d'autres clubs ou quoi. C'était C'était le notre sorti. club, C'était le sortie club, quoi. voilà. Alors, une question. Je vois tous ces manos. Déjà, ils marchent. Ah Et alors, mieux. quand tu roules, tu contrôles quoi exactement? Alors, quelque chose qu'il faut regarder fréquemment, c'est le mano de pression d'huile. Pression Ici. d'huile, d'accord. Voilà, donc il soit situé tel qu'il est, là, entre 40 et 60 en permanence. Oui. Et ça, pour tout acheteur de Jaguar, peu importe le modèle, Oui. avec ce fameux moteur XK,
Ça, c'est impératif. Il faut toujours avoir une bonne pression d'huile, une très bonne pression d'huile. Sinon, c'est qu'il y a un désagrément dans le moteur. Et ensuite, la température liquide de refroidissement qui doit se situer à environ telle qu'elle est, là, à 70. Donc, Alors là, on prend une côte qui est quand même assez raide. Et là, on voit que le moteur, il reprend. Je vois que tu es quand même sur le 3e rapport. voilà, puis Et ça monte, ça grimpe. ça monte grâce au couple qu'a le moteur. Il a un couple fantastique. Et Là, on a l'échappement qui a touché. ça talonne un petit peu parce qu'il y a un mauvais revêtement de route. Ah oui, là, on reprend Et sinon, carrément voilà, le on 3e. reprend toujours en 3e. Il n'y a pas besoin de changer sans arrêt les rapports. Parce que les rapports, moi, on les change à la limite, comme c'est une des premières boîtes, c'est des boîtes MOS où les rapports ne sont pas synchronisés. Oui. Donc, bon, si on peut le changer, si on peut monter sans changer le rapport, c'est pas un problème. Et là, en consommation, ça doit être énorme, non? Oui, bon, dans ce type de voiture, c'est toujours pareil. Quand elles sont sorties, le constructeur ne regardait pas particulièrement Oui, il la regarde- consommation. Il regarde, pense plutôt le côté performance. performance que Bien sûr. consommation. Bien Parce sûr. qu'à l'époque, on était quand même Voilà. toujours à la recherche de vitesse, de performance et non pas de consommation, des choses comme ça, quoi. Voilà, c'est sûr qu'à l'époque, ils ne regardaient que la puissance moteur Oui. et les performances. Et bon, c'est les carburateurs qui sont relativement simplistes, on va dire. Pour les non-mécanos qui nous écoutent, c'est des simples robinets, quoi, on va dire, qu'on règle plus ou moins Oui, pour oui. leur donner un débit suffisant pour alimenter tous ces chevaux qu'il y a dans le moteur. Et il n'y a pas eu de modification de Jaguar, ou comme tu expliquais, au niveau de la boîte de vitesse. Est-ce qu'il n'y a pas eu des préparateurs ou des gens qui modifiaient les voitures pour la passer par exemple à l'injection? Non, après, ces derniers moteurs là, qui étaient montés sur le XJ6 série 3 se sont retrouvés avec une injection, surtout pour le marché américain. Alors voilà, Mais- ce que mais je voulais en sur- venir mais au sur niveau les- du marché américain. Là, on est passé sur le même type de véhicule, mais avec un moteur V12. Voilà, ça c'est les séries 3. En des quelle année? Jaguar E. En quelle année? C'est une bonne question. Dans les années 70. Dans les années 70. Ouais. C'était uniquement donc, pour le marché américain qu'on est parti sur un moteur V12? Oui, principalement, oui. C'était le marché américain qui le demandait, quoi, hein. C'est là qu'ils en ont vendu le plus, bien sûr, parce que c'était fait pour ce marché-là. Après, il y en a eu quand même demandé en Europe, mais très peu. Très peu. Il y en a très peu en Europe. Oui, la majeure partie était vendue aux États-Unis. Tu en as déjà Ensuite- rencontré? Oui, on en rencontre, mais après, par contre, il y en a beaucoup qui ont été rachetés aux États-Unis pour les ramener en Europe. Uniquement pour ce moteur V12. Voilà, ouais. Ouais. Et le poids de cette voiture? Le poids à peu près dans les 1 tonne 3, 1 tonne 4, je sais pas le poids exact. Voilà. Mais bon, c'est le moteur qui pèse énormément en fait. Après la carrosserie, elle est assez fluide, donc elle ne pèse pas beaucoup. C'est une coque autoporteuse sur les 2 tiers du véhicule. Un vrai régal. Hein. Ah oui. Là, on Vraiment, apprécie les routes de campagne vraiment à, tout conduire, niveau. c'est vraiment... Parce Elle que a tout, elle a tout. Elle a la beauté, elle a l'agrément de conduite, elle a la souplesse. C'est pour ça quand même, au Salon de Genève, quand elle est sortie, dire que tout le monde s'est jeté sur elle comme une pièce rare, une pièce unique. Ah oui, c'était la voiture qui était difficile à concurrencer, puisque quand elle est sortie, elle avait les mêmes performances que les Ferrari de l'époque, qui était la marque à battre en compétition et commercialement. Et donc elle valait 2 fois moins cher que les Ferrari. Et voilà, on était sur une concurrentes. histoire d'argent qui était complètement différente d'une Ferrari ou d'une Aston Martin. Voilà, tout en ayant les mêmes performances. Eh bien écoute, moi Christian, je suis vraiment très enchanté d'avoir fait ta connaissance. Et moi de même. Et vraiment, c'était un énorme plaisir de monter dans cette voiture mythique. Je te remercie et puis un de ces 4 alors. Avec grand plaisir, quand vous voulez. Merci. Bon alors, Freddy, raconte-moi tout. Ça sent l'essence. Ah, Déjà. et oui. Hein? Et oui, Quelle ça le odeur. consomme. C'était fabuleux, magique, splendide, il n'y a pas de mots. Alors dis-moi ce que tu as apprécié, parce que bon, au-delà de l'aspect extérieur qu'on en a pu découvrir aussi tout à l'heure, toi,
tu as fait ta petite rencontre avec le moteur. Et oui, donc on s'est aperçu que c'est quand même une voiture qui est très puissante, qu'il y a quand même un petit manque de freinage quand même, parce qu'on voit la lourdeur et le gabarit de la voiture. Ah. Voilà. Ensuite, cette boîte à vitesse qui était bien, mais ça manque quand même de la 5e vitesse, l'overdrive qu'on a sur d'autres modèles. Sinon, c'est juste parfait. Quand tu es assis dedans, ce cuir, tous ces boutons type aviation, tout ce côté un peu luxueux, le confort. Alors dis-moi Freddy, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que là, aujourd'hui, tout comme Enzo Ferrari, tu penses que c'est la plus belle voiture du monde? Oui, je le confirme, il n'y a qu'à voir, j'ai le sourire. C'est vraiment la plus belle voiture du monde, par son design, par son moteur, par tout ce qu'il y a. Enfin, Christian regarde, a déjà aussi son sourire. Alors moi, de toute façon, quand je suis dans cette voiture, de toute manière, j'ai toujours le sourire. Ça, c'est sûr. Bon, et bien Christian, en tout cas avec Freddy, on te remercie de nous avoir présenté ce magnifique modèle aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode d'Auto Légende. Bye!